Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée dans le cadre du salon InfoSup et qui a pour objectif de vous éclairer sur les différentes voies de formation permettant de devenir ingénieur. Avant de rentrer plus dans les détails, il nous semble important de répondre à une première question que vous vous posez sûrement. Ok, on entend souvent parler des ingénieurs. Vous connaissez peut-être autour de vous une ou plusieurs personnes exerçant le métier d'ingénieur. Mais concrètement, quelles sont ces activités quotidiennes? Un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est un homme ou une femme. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, 28% des ingénieurs sont des femmes en 2019. Un ingénieur doit résoudre des problèmes de nature scientifique ou de nature technologiques, qui sont concrets et souvent complexes. Ils sont liés à la conception, ils peuvent être liés à la réalisation, ils peuvent être liés aussi à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services, tout en intégrant les préoccupations du bien-être collectif. En conséquence, en plus d'un solide bagage de connaissances scientifiques et techniques, l'ingénieur doit également posséder d'importantes connaissances économiques, sociales, environnementales, pour pouvoir apporter une vision globale au projet qu'il mène. Un ingénieur est curieux, il est créatif, il est ouvert d'esprit et sociable, car son travail va se dérouler en travail d'équipe et souvent dans un contexte international et multiculturel. L'anglais est alors indispensable. Au cours de sa carrière, l'ingénieur est très souvent amené à assurer rapidement des fonctions d'encadrement d'équipe. Les ingénieurs doivent faire face aux défis du XXIe siècle, qui sont nombreux et qui sont principalement liés à la limite des ressources naturelles de la planète et aux problématiques liées à l'environnement. De plus, nous sommes dans une société en pleine mutation grâce à de nouvelles technologies telles que le numérique, l'intelligence artificielle. La société a donc besoin de plus en plus d'ingénieurs pour inventer et adapter le monde de demain dans le respect de valeurs éthiques et sociétales. En bref, être ingénieur, c'est être pleinement acteur dans la construction du monde de demain, puisque l'ingénieur est au cœur des mutations de notre société. Comme vous le comprenez, il n'y a pas un seul métier, mais de multiples fonctions possibles dans de nombreux secteurs d'activité. L'industrie des transports, l'énergie, l'agroalimentaire, le numérique et même la finance. Tout au long de sa carrière, l'ingénieur va apprendre sur le tas ou par des formations qui lui permettront d'évoluer vers de nouvelles fonctions dans de nouveaux secteurs. Vous vous dites maintenant, chouette, ça pourrait m'intéresser, mais alors concrètement, comment on devient ingénieur? Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier un point. On emploie souvent le terme ingénieur, mais comme on l'a vu précédemment, c'est un métier avec diverses facettes, mais c'est aussi un titre professionnel protégé par la loi. S'il est indispensable de faire une école d'ingénieur pour obtenir le titre, la voie universitaire, et donc le master, permettent également d'accéder à des postes d'ingénieur. Dans les deux cas, la durée des études est de 5 ans. 2 ans de cycle préparatoire et 3 ans de cycle ingénieur en école, 3 ans pour le cycle licence et 2 ans pour le master à l'université. À noter qu'il existe des passerelles au niveau licence et master pour intégrer une école. Alors, pour entrer en école, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il existe de nombreuses voies d'accès car les écoles recherchent un public varié avec des horizons différents. Elles ne forment pas un profil d'ingénieur, mais une multitude de profils. 3 grandes entrées après le bac sont présentées sur ce schéma en fonction du lieu de formation. En bleu, ces formations ont lieu dans un lycée. On y retrouve les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, et également les formations BTS, formations plus marginales pour rentrer en école. En rose foncé, les formations qui auront lieu dans les écoles, comme nous le verrons plus tard.
Et enfin en vert, les formations qui sont proposées dans les universités, que ce soit le CUPGE, le DUT ou les différentes licences. À savoir que des formations en filière apprentissage existent dans la plupart des écoles. En effet, 15% des effectifs sont des élèves apprentis. Vu leur intérêt, ces filières sont en augmentation. Commençons par les classes préparatoires. Donc, ces formations se font dans des lycées. Vous aurez le choix entre différentes filières selon les spécialités que vous aurez choisies en terminale et vos souhaits d'orientation. Nous ne donnerons pas plus de détails car une vidéo leur est consacrée. Quels sont leurs points forts? Un socle théorique large et des méthodes de travail efficaces et solides. Un rythme de travail très soutenu. Un grand choix d'école est proposé à la sortie. Et cela laisse 2 ans pour mûrir son choix d'école en fonction de la spécialité choisie. À la fin des 2 ans de CPGE, les élèves choisissent les groupes d'écoles qui les intéressent et passent pour chacun d'eux des épreuves écrites et orales. Il y aura ainsi une pression et les aléas inhérents au format concours. À noter qu'une double inscription CPGE Université permet de continuer à l'université en cas de changement d'orientation. Passons maintenant au deuxième groupe qui sont les classes préparatoires intégrées et les cycles préparatoires communs. Ces formations se déroulent sur les campus d'une école. Quelles sont les différences entre ces deux voies? Pour les CPI, l'ensemble de la scolarité se fait dans une même école. Le programme du cycle préparatoire est en général adapté aux spécialités de diplôme de l'école, mais on a parfois aussi une logique de réseau qui permet de partir vers une spécialité proposée par une autre école du même groupe. Dans le cadre des CPC, l'étudiant peut postuler à l'issue des 2 ans dans une des écoles du réseau qui est plus vaste que dans les CPI. Ces deux voies présentent des similitudes. Elles se déroulent sous le régime du contrôle continu. Le choix des écoles sera plus restreint que pour les CPGE, mais elles permettent d'accéder à une école sans la pression et les aléas des concours. Le redoublement est rarement autorisé, voire même interdit, mais des réorientations et ou des équivalences sont possibles avec les universités partenaires. L'exigence de travail est importante, car le choix final de la spécialité se fait selon un classement au début, pendant ou à la fin des 2 ans. Donc ces deux voies, bien qu'exigeantes, permettent en général un meilleur équilibre entre la vie d'étudiant et la vie sociale. Passons maintenant aux formations universitaires. À travers des voies sélectives proposées par les IUT ou les CUPGE ou des voies non sélectives proposées par les licences, vous pourrez postuler dans les écoles d'ingénieurs qui requièrent soit un niveau Bac+2, soit un niveau Bac+3. Ces entrées se font généralement sur dossier, parfois accompagnées d'un écrit et ou d'un oral, comme par exemple le concours Pass Ingénieur organisé par les INP. Les points forts des IUT. D'abord, la garantie d'un premier diplôme avant de s'engager dans un cursus ingénieur. C'est également un bon moyen de mûrir son projet. Une fois en école, des cours de mise à niveau sont proposés pour faciliter l'adaptation des étudiants selon leurs besoins. En ce qui concerne les CUPGE, ce sont des classes préparatoires universitaires, similaires à des classes préparatoires classiques. Elles laissent donc l'opportunité à des étudiants n'ayant pas un excellent dossier scolaire de mûrir un projet et tenter l'aventure en école d'ingénieur. Sachez que 60 à 70% de ces étudiants intègrent une école. Cela permet également de poursuivre en L3, ensuite pour continuer en master, dans des spécialités spécifiques à l'université, prenons par exemple l'astrophysique, ou encore de tenter des concours réservés au niveau L3, comme par exemple le concours GEI. Maintenant que l'on a vu un peu plus en détail les principales voies de formation pour entrer en école d'ingénieur, nous vous proposons de nous intéresser aux conditions d'études. Tout d'abord, nous allons parler des frais d'inscription. Selon le type d'école, les frais d'inscription sont différents. La fourchette approximative est entre 600 € et 2500 à 3000 € pour les écoles publiques et peut dépasser les 7000 € pour les écoles privées, par an bien sûr. Les frais d'inscription en université sont de 170 € en licence et 240 € en master, aussi par an. Un système de bourse est proposé aux étudiants selon des critères établis. Les campus, universitaires ou dans les écoles, intègrent souvent résidences, cafétérias, restaurants universitaires
mais aussi de nombreuses installations sportives. Les écoles d'ingénieurs font la part belle aux pédagogies actives. Pédagogie par projet, résolution de problèmes ou encore cours interactifs. La vie étudiante, en dehors de la situation sanitaire actuelle, est riche avec de nombreuses associations permettant de développer les rencontres, la solidarité, l'entraide et bien sûr les projets personnels. Comme nous l'avons déjà dit, les écoles recherchent la diversité dans les profils d'étudiants, donc pas d'autocensure. Quel que soit votre sexe, votre profil artistique, sportif, associatif, vos forces et vos faiblesses, vous serez toujours bien accueillis dans les établissements du SUP. Les écoles feront en sorte de valoriser vos atouts et vous aider à révéler votre potentiel. Leur rôle est de vous accompagner pendant les 3 ou 5 ans pour que vous sortiez formés et épanouis et que votre insertion professionnelle se déroule dans de bonnes conditions. Et une fois le diplôme d'ingénieur en poche, comment se passe l'insertion professionnelle ? 8 emplois sur 10 sont trouvés en moins de 2 mois après les études. C'est même environ 67,5% des élèves ingénieurs qui ont un poste avant même d'être diplômés. Le taux de chômage est très faible. Il est seulement de 3,5% en 2019. Le premier emploi s'appuie souvent sur l'environnement de formation, stage ou apprentissage, ou auprès des associations d'alumni, c'est-à-dire les associations des anciens élèves ingénieurs. Ces réseaux d'alumni regroupent plus d'1 million d'ingénieurs. 15% des ingénieurs travaillent à l'étranger. Le salaire moyen annuel de l'ingénieur débutant est de 35 000 € brut, soit environ 2 200 € net par mois. En fin de carrière, le salaire moyen annuel est de 90 000 € brut. Ces chiffres sont donnés hors prime. N'oublions pas qu'un grand nombre des diplômés de l'université occupent un poste d'ingénieur sans en avoir le titre. 70% des ingénieurs ont changé d'emploi ou de poste ces 5 dernières années. Il faut savoir que les spécialités de formation ne déterminent pas de façon systématique le secteur d'activité dans lequel les ingénieurs exerceront leur métier. Seulement 7% des ingénieurs ne sont pas satisfaits de leur emploi. Ce taux est extrêmement faible. L'ingénieur trouve sa vie professionnelle enrichissante et plutôt sympathique car il ne s'ennuie jamais et prend plaisir dans ce qu'il réalise. Pour conclure et résumer cette présentation, il existe des formations pour chaque profil. Il est important de bien se connaître par rapport à ses potentialités, ses capacités de travail, ses méthodes de travail, son envie de compétition, sa résistance et sa gestion du stress. Bien se connaître, c'est faire un choix de formation éclairé. Il est également important de bien s'informer, de ne pas s'auto-censurer et d'avoir une stratégie de parcours. Écoutez les conseils, mais n'oubliez pas que c'est votre choix d'orientation. Enfin, il est important de garder dans le coin de la tête que des passerelles sont possibles, sous condition bien évidemment, et permettent de rebondir tout au long de votre cursus. Pour illustrer de manière un peu plus concrète les éléments que l'on vient de vous communiquer, nous vous proposons de passer la parole à Lucie, ingénieure en poste, et Amiel, élève ingénieur, qui vont vous raconter leur parcours. Bonjour, je m'appelle Amiel, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'INSA Toulouse. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis diplômée de l'ENAC et des Arts et Métiers et je travaille depuis 1 an en tant que coordinatrice de production en prestation chez Airbus. Alors au lycée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, donc j'ai choisi une formation généraliste. Et arrivé en prépa, donc à la fin de ma prépa, j'ai compris que je voulais être ingénieur parce que c'était quelque chose de flou et en fait le flou m'a attiré parce que ça voulait dire que je pouvais faire plusieurs choses différentes. Et moi au début je voulais pas être ingénieur, je voulais être pilote de ligne. Pour ceci il fallait faire une prépa et tenter un concours. Ce que j'ai fait, malheureusement le concours je ne l'ai pas eu et du coup je me suis dit que j'allais être ingénieur aéronautique pour pouvoir continuer à travailler dans un domaine qui m'intéresse. J'ai fait une prépa PTSI-PT. J'avais demandé en fait en sortie de lycée que des prépas MPSI et une prépa PT que j'ai eue un peu par
un peu par défaut, mais ça m'a permis après de tenter les concours de la Banque PT et d'avoir des écoles d'ingénieurs aéronautiques et j'ai pu intégrer l'ENAC. Après, une fois à l'ENAC, je me suis rendu compte que le domaine aéronautique, ça m'intéressait, mais il y avait aussi le domaine industriel qui m'intéressait énormément, de par les stages que j'ai pu effectuer. Et donc, j'ai demandé à avoir le double diplôme avec les arts et métiers pour avoir ce côté industriel. Moi, donc, j'ai fait un bac scientifique. Je suis allé en prépa universitaire parce que ça me paraissait être un bon mélange de prépa et d'université. Donc le rythme et le stress, j'avais l'impression que c'est ce qui me correspondait. Et donc il n'y a pas eu les concours et je suis rentré dans une école d'ingénieur qui prenait sur dossier parce que j'ai essayé de travailler pendant la prépa universitaire. Pour moi, pour mon cas, c'était le fait de rester en lycée. J'ai fait mon lycée et ma prépa dans le même lycée, ce qui avait un côté rassurant. Une CPGE classique, on a plus le choix des écoles à la sortie, enfin on a un plus large choix d'écoles à la sortie. Et par contre, je pense que ça convient pas forcément à tout le monde parce que c'est une formation qui est très exigeante et qui demande quand même un travail soutenu. Moi, j'ai choisi prépa universitaire parce qu'en effet, le fait de rester dans un lycée, ça me frustrait énormément parce que pour moi, la fin du bac, c'était la découverte de la vie d'adulte. Et alors, je sais que j'avais l'impression que ça serait moins stressant, qu'il n'y avait pas l'école, etc., qu'il y aurait peut-être moins de travail. C'est pas vrai, il y avait beaucoup de travail, mais je me plaisais plus dans un milieu universitaire. J'avais l'impression d'être indépendant et d'être un jeune adulte, avec les problématiques qui vont avec. Alors, la vie en école d'ingénieur, c'est très différent de la vie en prépa. Sur les méthodes de travail aussi, on travaille en groupe, c'est génial parce que c'est plein d'effervescence et on apprend plein des autres, mais le rythme est très différent, les problématiques aussi et la façon de s'organiser, il y a une relation très sociale qu'il n'y avait pas avant et c'est super intéressant et ça nous fait sentir ce que ça va être la vie professionnelle plus tard. Oui, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est travail de groupe. On travaille aussi sur des projets concrets, des projets en relation avec des entreprises. Moi, pendant mes années d'école, j'ai pu, par exemple, coder un logiciel qui est actuellement utilisé par les aéroports de Paris. Donc, ça donne vraiment des dimensions concrètes aux travaux qu'on nous demande. Après, il y a aussi le côté de la diversité des cours que l'on peut avoir. On peut avoir des cours sur comment concevoir un aéroport ou des cours sur comment concevoir une usine, par exemple. Moi, j'ai eu cette diversité de cours-là. Et au niveau aussi associatif, c'est-à-dire j'ai pu aussi travailler en groupe au niveau associatif. On peut faire vraiment tout ce que l'on veut, que ce soit au niveau sportif ou au niveau d'autres choses. J'ai pu par exemple participer à l'organisation d'un meeting aérien. C'est pas donné à tout le monde, on va dire ça comme ça. Et moi, niveau associatif, donc j'ai pas pu tout faire, mais le peu que j'en ai, j'ai pu commencer à rentrer dans une association du pôle humanitaire, du pôle écologique, voir les problématiques, monter des projets à l'étranger, faire des mails avec des gens que je connais pas, et aussi l'association sportive. Et c'est génial parce qu'on arrive dans une école où on connaît personne et on peut s'impliquer humainement et rencontrer des gens à travers différents spectres, et c'est vraiment super. Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis coordinatrice de production en prestation chez Airbus. Plus particulièrement, je travaille sur l'assemblage de la cabine sur les Airbus A330. C'est-à-dire que mon métier part de toute la planification des activités de montage des éléments de la cabine, c'est-à-dire des sièges, des toilettes par exemple, tout ce que l'on voit en tant que passager quand on monte dans un avion, et de la résolution de tous les problèmes qui apparaissent lors de cet assemblage. C'est plus de 90% de mon travail qui est de la résolution de problèmes. Pour ça, je participe aux réunions de production tous les matins. Et je suis amenée à beaucoup travailler sur avion pour pouvoir constater les problèmes et pouvoir après orienter vers les bonnes personnes qui vont les résoudre. Je travaille aussi bien en anglais qu'en français.
C'est pour ça que c'était important d'avoir une expérience à l'international durant mes études. Comme ça, je ne suis pas arrivée en étant complètement démunie. Je travaille avec des Allemands, avec des Américains, avec des Français aussi. On ne travaille pas de la même manière avec tout le monde. Après, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est le fait d'arriver le matin et de ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée, parce que ça dépend des problèmes qui vont arriver. Ça peut avoir un côté stressant, mais on nous apprend aussi à gérer ce stress, à gérer cette charge de travail et à monter en compétences en fait, tout au long de notre poste. C'est un apprentissage en fait, permanent. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est polyvalent et qui a un bon socle technique pour pouvoir se débrouiller en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'on va lui poser un problème et à l'aide de ses connaissances, à l'aide de ses contacts, on va lui permettre, il va trouver une solution à ce problème, quel que soit le type de problème. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et cette polyvalence, ça lui donne une place de choix dans l'entreprise parce qu'il peut être à la fois à des postes techniques qu'à des postes de management, à devoir gérer des équipes ou gérer un budget. Voilà, c'est quelqu'un de très, très polyvalent. Donc pour moi, ingénieur, c'est une capacité de travail et c'est savoir s'adapter au milieu dans lequel on évolue. Ingénieur, c'est quand même Bac+5 et on arrive à des postes où on a des responsabilités. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir se rendre compte qu'à notre échelle, on peut impacter sur plein de choses. Moi, je suis dans une école qui se prône être humaniste et j'aime beaucoup l'idée parce que oui, on peut ne pas aimer son métier, mais on peut surtout aimer son métier, s'impliquer, se lever le matin et avoir sa vie à côté. Mais avoir un rayonnement sur les gens avec qui on travaille et qu'on croise, c'est important d'en avoir conscience parce que c'est ça, être ingénieur, c'est dire comment je pense le monde de demain avec les capacités que j'ai tout en respectant le travail que je dois faire. Pour conclure, pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un pour moi, il n'y a pas de profil type pour être ingénieur. Tout le monde peut s'y plaire. Chacun peut faire les choses à sa manière, y accéder de la manière qu'il veut avec toutes les formations qu'il existe. C'est vraiment pas un parcours fermé. Oui, c'est très important de dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ingénieurs et qu'il y a plein de voies pour devenir ingénieur. Il n'y a pas que les prépas. Il y a les prépas, mais quel que soit votre niveau, si vous voulez quelque chose et que vous vous donnez les moyens de l'avoir, vous l'aurez. Et donc, il ne faut pas se stresser. Il y a plein de formations et vous trouverez la vôtre.